participation à cette formation de 2 heures sur la publicité des médicaments, l'éthique et la transparence. Maître Camille Settel nous fait le plaisir de nous informer sur le sujet d'un point de vue européen, d'un point de vue Luxembourg, mais aussi d'un point de vue du code d'éthique de l'APL. Elle va nous présenter le sujet pendant 2 heures et cette présentation sera suivie d'un question-réponse. Donc, les slides et cette présentation seront disponibles sur le site de l'APL et sur la chaîne YouTube de l'APL. Vous pouvez retrouver peut-être le slide suivant, Camille. Vous pouvez retrouver vous retrouverez cette présentation, mais vous avez aussi sur le site de l'APL toute une série d'autres formations telles les droits, les essais cliniques, le financement des hôpitaux par rapport aux médicaments. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site pour toutes ces formations. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Maître Settel pour qu'elle puisse continuer cette présentation. Merci encore. Oui, bonjour Sonia, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui était effectivement primordial dans le cadre de l'activité pharmaceutique. Donc la transparence, l'éthique et la publicité en général des médicaments. Donc quelques mots introductifs pour bien comprendre de ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que l'éthique? Quelles sont les activités visées? Qu'est-ce que la transparence? Et pourquoi la transparence est-elle nécessaire en matière pharmaceutique? Et avant de commencer dans le détail, j'expliquerai qui adopte les règles en matière de transparence et d'éthique en ce qui concerne l'activité pharmaceutique. Alors, l'éthique, une définition très générale, peut être définie comme l'ensemble des conceptions morales d'un milieu qui sont au fondement de la conduite de quelqu'un. Donc, appliquée à une entreprise pharmaceutique, l'éthique pourra se retrouver dans l'application de normes de qualité dans la production, mais également dans une politique de ressources humaines, dans la considération de ses interlocuteurs commerciaux ou encore dans la conception d'une certaine dignité de la profession. Donc, l'éthique qui peut se résumer à l'application d'une certaine morale peut donc avoir une projection pratique assez large et dans des domaines assez variés. La transparence, je serais tentée de définir la transparence comme le moyen permettant de contrôler les règles éthiques mises en place, notamment en publiant les règles de conduite, donc ce que fait l'APL, en publiant les règles qu'elle applique à ses membres et qui permet donc au public en général de prendre conscience des règles qui sont appliquées à la conduite des membres de l'APL. Également de publier des données structurelles, ce sont des données qui sont aujourd'hui très fréquemment publiées par les entreprises, notamment en termes de parité, en termes de responsabilité sociale. Donc voilà, toute cette volonté de mettre en avant certaines normes de conduite qui sont appliquées à l'entreprise. Et pourquoi la transparence en matière pharmaceutique est-elle importante? Parce qu'en la matière interagissent toute une série de professionnels, les médecins, les pharmaciens, les autres professionnels de santé, qui interagissent avec l'industrie dans le sens d'une certaine forme de dépendance mutuelle, où tout le monde agit dans le même secteur qui est celui de la santé. Et le destinataire final, c'est le patient, puisque finalement, toute cette interaction, lorsque l'industrie met à la disposition des médecins, développe un médicament innovant, la finalité, c'est bien la santé du patient, donc qui est prescrite par un médecin, et donc c'est bien le patient qui est destinataire final d'une relation saine entre l'industrie et les différents professionnels de santé. Et pourquoi le médicament fait l'objet d'une telle attention, puisque le médicament, ce n'est pas une marchandise ordinaire, c'est une marchandise qui est fortement réglementée tout au long de son cycle de vie, donc aussi bien sa commercialisation que sa fabrication, que sa distribution.
pour des raisons évidentes de santé publique, de sécurité, évidemment. Et donc, la publicité des médicaments n'échappe pas à la règle. La publicité des médicaments est également fortement réglementée, puisqu'il s'agit de réguler, d'une part, les relations entre l'industrie et les professionnels de santé, et d'autre part, ces relations avec le public, dont notamment les patients. Cette réglementation, elle a également un objectif de santé publique. C'est aussi bien pour assurer la sécurité des patients en veillant à l'information qui leur est délivrée, également d'éviter une consommation excessive de médicaments. Ce n'est évidemment encore, je le répète, pas une marchandise ordinaire. Cette consommation excessive de médicaments, évidemment, elle a aussi une implication au niveau des dépenses de santé publique, donc d'où la nécessité également de réguler aussi cette consommation. Et dans une autre dimension, l'objectif de cette réglementation en matière de médicaments, nous le verrons, c'est aussi pour assurer une information adéquate des professionnels de santé et garantir leur indépendance, qui est elle-même la garantie fondamentale visant à leur permettre d'exercer leur profession dans de bonnes conditions, et donc avec la finalité ultime, celle de préserver la sécurité et la santé des patients. Donc, qui adopte les règles en matière de publicité, de transparence et d'éthique? Donc, il y a différents niveaux de règles en la matière. Les premières, à la base, ce sont celles qui sont adoptées par le législateur, donc le cadre légal et réglementaire, les lois et les règlements d'exécution. Donc, ces lois, elles sont applicables à tous, entreprises, professionnels. Il existe également une déontologie des professionnels de santé qui se retrouvent dans des codes de déontologie applicables aux différents professionnels de santé qui sont édictés par le collège médical et approuvés par la suite par arrêté ministériel ou règlement grand-ducal. Et donc ces règles de déontologie, elles s'appliquent aux professionnels concernés. Et enfin, l'industrie s'est également dotée de codes de déontologie, c'est regroupé en associations, donc notamment ici l'APL ou l'FPA au niveau européen, et qui, pour développer, pour réfléchir et construire ensemble une déontologie qui s'applique sur une base volontaire, cette fois-ci, par la simple adhésion à une association d'entreprises pharmaceutiques. Donc, pour décrire, pour entrer dans le détail de ces différentes réglementations, donc j'aborderai dans un premier temps le cadre légal et réglementaire, aussi bien au niveau européen que luxembourgeois, avant de nous pencher sur la déontologie professionnelle, donc à travers l'analyse des dispositions pertinentes des différents codes de déontologie des médecins, des pharmaciens, des autres professionnels de santé, pour finir par celui de l'industrie. Et s'il nous reste du temps, nous aborderons quelques exemples concrets parce que vous verrez que cette réglementation est extrêmement dense. Et donc, c'est à travers des exemples concrets qu'elle apparaît plus. Ma gueule. Alors, cadre légal et réglementaire dans un premier temps. Donc, le droit européen, on ne peut pas parler de droit pharmaceutique sans évoquer le droit européen qui imprègne assez largement la réglementation en la matière. Alors, la directive 2001/83 contient des dispositions sur la publicité des médicaments, donc toutes ces règles de transparence, d'éthique, qui régissent les relations entre l'industrie et les patients d'une part et les professionnels d'autre part, sont regroupées autour du terme général de publicité des médicaments. Donc dans cette directive 2001/83, on trouvera toutes les dispositions à l'attention des États membres, évidemment, les directives n'ont pas d'effet direct, mais toutes les provisions qui concernent la publicité des médicaments, donc ceux qui sont soumis à l'obligation d'AMM, et également, je relèverai certaines dispositions applicables plus spécialement aux médicaments traditionnels à base de plantes ou aux médicaments homéopathiques.
Alors, qu'est-ce que la publicité au sens de la directive? C'est toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments. Donc, elle comprend en particulier, comme je l'ai déjà évoqué, la publicité pour les médicaments auprès du public et la publicité des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer. Donc, il y a vraiment toujours cette dichotomie, puisque ce sont des intérêts différents qui sont préservés et donc des règles différentes qui imprègnent les relations entre ces différentes catégories de personnes. Alors, qu'est-ce que la publicité au sens de la directive? Donc c'est évidemment d'une part la promotion des médicaments, que ce soit envers le public ou certains les professionnels de santé que j'ai évoqués tout à l'heure, donc ceux qui sont habilités à prescrire et à délivrer les médicaments. C'est également la visite des délégués médicaux, la fourniture d'échantillons. C'est évidemment l'octroi, l'offre, la promesse d'avantages pécuniaires ou en nature qui est réglementée. Donc ça, c'est plus l'interaction de l'industrie avec les professionnels de santé, le parrainage de réunions promotionnelles et le parrainage de congrès scientifiques. Ne tombe pas sous la définition de la publicité et donc échappe à la réglementation très stricte en la matière, l'étiquetage et la notice des médicaments, les correspondances qui visent à répondre à une question précise sur un médicament, à condition qu'elle ne soit pas accompagnée de documents publicitaires, les informations concrètes, les documents de référence tels que les mises en garde ou les catalogues de vente, échappent également à la réglementation sur la publicité, ou les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies échappent également à la définition de publicité. Donc, ce qu'on peut comprendre à la lecture de cette classification, c'est que le critère qui distingue une activité qui l'a fait tomber dans le champ d'application de la réglementation sur la publicité, ce pourrait être son caractère promotionnel ou informationnel, auquel cas elle échapperait à la réglementation sur la publicité. Et simplement, je relèverai que bon, cette distinction n'est pas absolue, puisqu'on a vu que l'organisation, le parrainage de congrès scientifiques, donc qui n'ont a priori pas de caractère promotionnel, en tout cas dans leur intitulé, tombe sous le champ de la réglementation, puisqu'évidemment, il y a ici une interaction et que la réglementation va viser à poser des règles éthiques en la matière dans la relation entre l'industrie et les professionnels de santé. Donc le droit luxembourgeois qui met en œuvre, qui transpose cette directive, c'est la loi du 11 avril 1983 qui porte sur la mise sur le marché et la publicité des médicaments, ainsi que son règlement grand-ducal d'exécution du 15 décembre 1992. Alors, cette loi reprend assez largement les termes de la directive. Elle s'applique donc, en tout cas en matière de publicité, aux médicaments. Donc, je vous renvoie à la définition légale en la matière, définition de médicaments qui est grosso modo la même que celle de la directive, en sachant que le droit luxembourgeois donc, vise à la fois les médicaments à usage humain et les médicaments à usage vétérinaire à travers la loi de 1983, et que la réglementation concerne aussi bien les médicaments soumis à prescription obligatoire que les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire. La répartition est strictement la même entre les activités qui relèvent de la réglementation sur la publicité et celles qui n'en relèvent pas. Le droit luxembourgeois n'a absolument pas apporté d'éléments qui se différencient de la directive, donc la répartition est strictement identique. La loi de 1983 soumet à autorisation du ministre de la Santé toute publicité qui atteint par quelque moyen que ce soit le public. Donc, ici, on parle de publicité envers le public. Donc, toute publicité qui serait dirigée vers le public est soumise à autorisation du ministre.
Donc, premier point d'attention, cela ne vise pas la publicité qui est dirigée vers les professionnels de santé, qui a priori échappe à toute procédure d'autorisation. Évidemment, on n'échappe pas au contrôle a posteriori, mais n'est pas soumise à une autorisation a priori. Je relèverai simplement l'existence d'une circulaire de la division de la pharmacie et des médicaments du 4 août 2003 qui, rédigée en des termes quelque peu équivoques, pourrait induire l'existence d'un contrôle a priori de la publicité qui est dirigée envers les professionnels de santé. Donc, je détaillerai ce point juste sur le slide suivant. Je préciserai simplement qu'une exception est prévue dans la loi, à savoir que la publicité générale, celle qui mentionne uniquement le nom et la composition d'un produit, le nom du fabricant et son adresse, échappe à l'obligation d'autorisation du ministre. Alors cette circulaire, quelques mots rapides sur cette circulaire du 4 août 2003 qui a été adressée au titulaire d'autorisation de mise sur le marché et qui concerne donc notamment la publicité auprès des professionnels de santé pour laquelle, comme je viens de le dire, la loi ne prévoit pas d'autorisation préalable. Cette circulaire précise les termes suivants. En raison se fonde sur la compétence de la DPM en matière de contrôle de la publicité et demande au titulaire d'AMM de communiquer à l'avenir un exemplaire de toute publicité émise par l'entreprise. Donc la circulaire ne précise pas si c'est une communication a priori, donc avant l'exécution de la publicité ou a posteriori. Dans le doute, moi, je conseille souvent mes clients de s'adresser à la DPM, on a la chance, je pense, à Luxembourg, d'avoir une autorité de contrôle qui est assez disponible sur la question. Et je pense que, vu le caractère sensible de la question, il serait prudent de solliciter l'avis, comme c'est également prévu en droit belge, également dans certaines circonstances, ou de solliciter l'avis de l'autorité de contrôle. Après, c'est une circulaire. Juridiquement, ce n'est pas, en principe, ne crée pas de droit, ne crée pas d'obligation à charge de son destinataire. Les circulaires, en général, ont uniquement un caractère interne à l'attention des administrations. Donc, on peut toujours discuter de la légalité et de la portée juridique contraignante de cette circulaire, mais en tout cas, il est important de la connaître. La loi de 83, qu'est-ce qu'elle nous apprend également? C'est son champ d'application qui est assez large, puisque commet une infraction aussi bien celui qui commande une publicité interdite que celui qui l'exécute. Donc il y a une responsabilité également possible des médias ou de toute autre entreprise qui serait impliquée dans l'exécution d'une commande publicitaire. La loi prévoit également l'action en cessation, que je développerai tout à l'heure, ainsi que les sanctions pénales, puisque toutes ces questions sont évidemment du ressort de la loi. Donc pour résumer, tout ce qui est publicité envers le public est soumis à autorisation. Tout ce qui est publicité envers les professionnels de santé, habilités à prescrire ou à délivrer les médicaments, pas d'autorisation. Dans les deux cas, cette activité est soumise à une réglementation qui est l'objet de cette formation et que je vous propose donc de détailler. Alors, il existe des conditions communes aux publicités qui sont destinées au public, à celles qui sont destinées aux professionnels de santé. Je détaillerai ensuite les conditions propres à chacune, ainsi que les sanctions qui sont également communes à ces deux types de publicités. Donc les conditions communes à toutes les publicités, la première est celle de l'interdiction de toute publicité portant sur un médicament sans autorisation de mise sur le marché. Toutes les publicités doivent également contenir des informations conformes au résumé du caractéristique du produit,
favoriser un usage rationnel du médicament en le présentant de façon objective et sans exagérer ses propriétés, et ne peut être trompeuse. Donc ça, ce sont les conditions qui doivent être appliquées à toute publicité pour un médicament. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la publicité à l'égard du public, les interdictions plus spécifiques donc, sont interdites toute publicité qui porte sur un médicament soumis à prescription obligatoire, tout médicament contenant des psychotropes ou des stupéfiants, et particularité luxembourgeoise sur un médicament qui est pris en charge par le système de sécurité sociale. Donc ça, c'est une option qui est ouverte par la directive européenne et que le Luxembourg a choisi d'adopter. Et donc, j'en reviens à ce que je disais en introduction. Voilà, l'objectif est d'éviter toute incitation à une surconsommation de médicaments qui pourrait être pris en charge par la sécurité sociale. Est également interdite la distribution directe au public de médicaments à des fins promotionnelles par l'industrie. Je soulèverai la question parce que je l'ai déjà vu dans un cas concret. Qu'en est-il d'une distribution directe au public de médicaments pour des raisons de santé ? A priori, ce ne serait pas interdit. Et évidemment, une exception importante qui est celle des campagnes de vaccination approuvées par les autorités compétentes et qui donc permettent à ce moment-là de faire une publicité plus large à direction du public, notamment sur des médicaments qui seraient soumis à des vaccins soumis à prescription ou remboursables. Donc, pour résumer, sont toujours interdites les publicités à l'égard du public portant sur des médicaments, sont toujours interdites, pardon, les publicités sur un médicament sans AMM, publicité trompeuse ou non conforme au RCP, envers le public, donc des catégories supplémentaires, c'est-à-dire celles sur prescription, contenant des médicaments contenant des psychotropes ou des stupéfiants, des médicaments remboursables, ainsi que la distribution directe de médicaments à des fins promotionnelles. Sont donc autorisées les publicités portant sur les médicaments non soumis à prescription obligatoire, à condition d'avoir été autorisées par le ministre et évidemment d'être conformes à la réglementation. Alors cette réglementation, elle impose évidemment à toute publicité de comporter un message, à ce que le caractère publicitaire du message soit évident, pas de caractère scientifique déguisé. Le produit doit être clairement identifié comme un médicament. Évidemment, ne pas porter de confusion sur la nature du produit, ne pas le traiter comme une marchandise ordinaire dont justement la réglementation tend à distinguer le médicament. Les publicités doivent comporter des mentions obligatoires, donc le nom du médicament, ou bien la dénomination commune ou la marque du médicament, l'information sur le bon usage et l'invitation à lire la notice ou l'emballage. Donc on voit que toutes ces préoccupations visent à assurer la sécurité du patient, du consommateur final. Je préciserai, puisque je sais que on est toujours dans une optique de comparaison entre les différents droits nationaux, le Luxembourg n'a pas allégé ses recommandations pour ce qui concerne les publicités de rappel, puisque c'était également une option qui était ouverte par la directive, mais qui n'a pas été adoptée par le législateur luxembourgeois. Donc, dans l'optique de protéger le patient, certaines mentions sont strictement interdites dans les publicités à l'égard du public. Donc, toutes les mentions qui viseraient à laisser entendre qu'une consultation médicale est superflue, qui suggéreraient que l'effet du médicament est assuré sans effet secondaire, qui suggérerait que la bonne santé normale du patient puisse être améliorée. Toute une série de mentions, la liste est longue, mais qui viserait à apporter une information qui serait trompeuse, qui serait peut-être simplifiée et qui viserait à alléger finalement les risques liés à la consommation de tout médicament.
On va donc à présent détailler la publicité à l'égard des professionnels. Donc, qui sont ces professionnels de santé? Donc, la directive ainsi que la loi luxembourgeoise limite la réglementation à toute publicité à l'égard des personnes habilitées à prescrire et à délivrer des médicaments. Donc, en clair, il s'agit des médecins et des pharmaciens. Les autres professionnels de santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, ne sont pas visés par ces restrictions, par cette réglementation. Les grossistes également ne sont pas concernés. La publicité à l'égard des professionnels, elle doit s'analyser sous deux angles. D'une part, dans la relation avec l'ensemble des professionnels, mais également dans les relations individuelles avec chaque professionnel de santé. À l'égard de l'ensemble des professionnels, je décrirais ça comme les activités promotionnelles en général, et tout ce qui concerne les relations individuelles avec les professionnels de santé, c'est plus sous l'angle des interactions entre l'industrie et les professionnels de santé concernés. C'est pourquoi je vous proposerai d'analyser cette réglementation en regardant dans un premier temps les activités promotionnelles en elles-mêmes, donc l'utilisation de matériel promotionnel, les activités des délégués médicaux qui se rendent auprès des professionnels de santé en général pour faire la promotion de ces médicaments, et dans un deuxième temps, les interactions à proprement parler, et donc qui vise ici à préserver une certaine éthique dans les relations en interdisant ou en tout cas en régulant l'octroi d'avantages pécuniaires et en nature, l'hospitalité et la distribution d'échantillons. Et enfin, je préciserai les obligations structurelles qui sont imposées par la loi, notamment à travers l'obligation d'installer dans l'entreprise un service scientifique. Alors, dans un premier temps, l'utilisation de matériel promotionnel à l'égard des professionnels doit comporter également certaines mentions obligatoires, telles que les informations essentielles conformes au RCP, la classification du médicament en matière de délivrance, donc ça évidemment il faut se référer à l'autorisation, la date de documentation, évidemment des informations exactes, actuelles, vérifiables. Il s'agit d'assurer une information fiable à l'égard des professionnels de santé pour leur permettre une utilisation correcte du médicament. L'utilisation de tableaux, citations, illustrations doivent être reproduites de manière complète, doivent également mentionner la source. Et pour ce qui concerne les simples publicités de rappel, les obligations sont allégées, seulement le nom ou la dénomination commune du médicament. Donc, on l'a vu, des mentions obligatoires, mais des obligations qui sont donc moins strictes que celles à l'égard du public en général, puisqu'il ne s'agit pas de protéger les professionnels de santé, mais il s'agit simplement de les informer convenablement. Les délégués médicaux. La loi impose à l'entreprise qui les emploie de les former afin qu'ils possèdent les connaissances scientifiques suffisantes et puissent donc convenablement remplir leur mission et apporter une information correcte sur l'utilisation et la portée des médicaments. Ils doivent tenir à disposition des professionnels de santé le RCP et ils reportent au service scientifique, que je développerai tout à l'heure, toutes les informations sur l'utilisation des médicaments. Donc, ils sont finalement l'élément qui fait le lien entre les professionnels de santé qui reportent aux délégués médicaux les informations, notamment les effets indésirables sur l'utilisation des médicaments. Donc, il pèse sur les délégués médicaux une certaine responsabilité également en matière de pharmacovigilance. En ce qui concerne les interactions, qui sont donc des questions beaucoup plus sensibles et sur lesquelles je suis souvent consultée, donc je sais que ce sont des questions pour lesquelles la réponse n'est en tout cas pas évidente, puisqu'elle nécessite
fréquemment l'intervention d'un avocat pour apporter un certain éclairage sur ce qui est autorisé ou pas. À cet égard, je peux vous faire part de mon retour de praticien. La loi luxembourgeoise qui se contente de reproduire quasiment mot pour mot, sous réserve des options que le Luxembourg a pu prendre ou pas, pourrait manquer d'une certaine portée pratique de prime abord. Donc, ce sont des termes très larges, ce sont ceux de la directive, et donc il n'est pas toujours évident de lire clairement ce qui est autorisé ou pas. Je dirais que la loi belge à cet égard est infiniment plus claire et plus complète. Et donc, d'où l'utilité de solliciter l'avis préalable de la DPM, qui se montre encore une fois tout à fait disponible à cet égard. Donc, la loi et le règlement grand-ducal d'exécution interdisent d'octroyer, d'offrir ou de promettre une prime, un avantage pécuniaire, un avantage en nature aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments. Une exception légale, si la prime, l'avantage pécuniaire ou l'avantage en nature ont une valeur négligeable et sont en lien avec l'exercice de la médecine ou de la pharmacie. Il est important de noter que réciproquement, les professionnels de santé concernés se voient interdits de solliciter ou d'accepter de tels avantages. Donc, c'est une éthique qui va dans les deux sens. Et c'est pourquoi il sera également important d'aborder dans un deuxième temps les codes de déontologie de ces différents professionnels de santé. Mais en tout cas, ils se voient interdits d'offrir, ils se voient interdits de solliciter ou d'accepter de tels avantages. Une exclusion importante prévue par la loi, expressément prévue par la loi, c'est que les mesures et les pratiques commerciales existantes entre le commerce de gros et le commerce de détail en matière de prix, de marge et de remise ne sont pas affectées par les présentes règles. Donc toute remise qui pourrait être proposée à un pharmacien, donc qui est une personne visée par la réglementation en tant qu'elle est habilitée à délivrer des médicaments, donc les remises ne tombent pas sous l'interdiction des primes ou des avantages pécuniaires qui sont l'hospitalité, donc ça c'est aussi une question qui est très souvent posée. Donc l'hospitalité lors de manifestations de promotion de médicaments doit être strictement limitée à l'objectif principal, donc limitée aux seuls professionnels de santé. Et il en va de même de l'hospitalité offerte de manière directe ou indirecte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique. On verra que le code de déontologie de l'APL en la matière est infiniment plus détaillé et apporte une projection pratique à ces règles. Les échantillons. Les échantillons, qui sont une pratique courante dans l'industrie, sont évidemment fortement réglementés. Donc, ce que prévoit le règlement à cet égard, c'est qu'ils ne doivent être distribués qu'à titre exceptionnel, uniquement aux personnes habilitées à les prescrire. Donc, les pharmaciens ne sont pas, en tout cas selon la loi, autorisés à recevoir des échantillons. Et je renvoie à cet égard à un arrêt de la Cour de justice du 11 juin 2020, la Cour de justice européenne, qui donc a confirmé que les pharmaciens n'étaient pas visés par l'autorisation de délivrer des échantillons, sauf médicaments non soumis à prescription. Donc c'est l'interprétation qui a été proposée par la Cour de justice. Toujours est-il que le nombre d'échantillons par prescripteur et par an est limité. Chaque fourniture d'échantillons doit répondre à une demande écrite, datée et signée du prescripteur. Donc, il ne s'agit pas de se présenter chez le prescripteur pour lui donner un sachet d'échantillons. Les personnes qui remettent les échantillons doivent disposer d'un système de contrôle et de responsabilité. L'échantillon doit correspondre au plus petit conditionnement commercialisé.
Il doit porter la mention « échantillon médical gratuit ne peut être vendu » ou une mention équivalente, en tout cas, qui ne laisse pas de doute sur le fait qu'il s'agit d'un échantillon et qu'il ne peut donc être soumis à une quelconque commercialisation. Il doit comporter la copie du RCP. Et évidemment, tout médicament contenant des psychotropes ou des stupéfiants ne peut faire l'objet d'un échantillon. À cet égard, sur la question des échantillons, j'ai un point d'attention que je souhaiterais relever et que j'ai pu rencontrer dans l'un des dossiers sur lesquels j'ai été amenée à conseiller une entreprise pharmaceutique. Et c'est un problème qui est assez récent. Alors, la directive dont sont issues toute la réglementation relative aux échantillons, la directive prévoit que les États membres peuvent restreindre la distribution d'échantillons. La réglementation luxembourgeoise en matière d'échantillons, si on la regarde de prime abord, les dispositions sont absolument identiques à celles de la directive. Donc, pas de restriction a priori sur la distribution d'échantillons au sens du droit luxembourgeois. Cependant, très récemment, en 2020 de mémoire, l'été dernier, le droit luxembourgeois a été modifié pour redéfinir les dépôts de médicaments, donc redéfinir les organisations, les entités, les professionnels autorisés à disposer et à entreposer, à stocker des médicaments. Et cette réforme est venue réglementer la trousse d'urgence des médecins, cette trousse d'urgence des médecins qui est destinée à répondre aux besoins de leurs patients. Et la réglementation prévoit qu'un règlement grand-ducal vient préciser les médicaments qui peuvent composer cette trousse d'urgence. La loi telle que réformée prévoit également que les médecins ne peuvent s'approvisionner pour la composition de cette trousse d'urgence qu'auprès d'une officine ouverte au public. Et j'ai donc été confrontée à un problème pratique dans un dossier et qui soulevait la question de savoir si la distribution d'un échantillon à un médecin, évidemment, demeure autorisée au vu de cette restriction des médicaments que les médecins peuvent stocker, qui est, au terme de cette réforme, limitée aux médicaments qui sont destinés à composer leur trousse d'urgence. Donc, à suivre avec attention, parce que pour le moment, ce règlement grand-ducal n'a pas été adopté, donc la portée de cette disposition sur la trousse d'urgence peut encore se prêter peut-être à une interprétation assez large. Dans quelle mesure s'agit-il de répondre aux besoins des patients? Je dirais qu'un médicament répond assez facilement aux besoins d'un patient. Est-ce que l'urgence est une condition? Quand il s'agit de soigner un patient, l'urgence, c'est une condition qui peut aussi être défendue. Donc voilà, donc faire attention à être attentif en tout cas à l'existence de cette disposition qui pourrait limiter la pratique en matière de distribution des échantillons. Donc à suivre. Et je relèverai également sur ce qui concerne la publicité en général, le droit commun, l'existence du Code de la consommation qui interdit les pratiques commerciales trompeuses et notamment les informations communiquées au public. Donc là, on est sur la question de la publicité à l'égard du public. Et donc, il existe donc le droit spécial pharmaceutique, le droit commun. Les deux ont vocation à réglementer la publicité sur les médicaments et en cas de conflit, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà eu l'occasion de juger que le droit spécial, donc le droit pharmaceutique, prime le droit commun en la matière. Pardon. Donc, je reviens à la question de la publicité à l'égard des professionnels, après cette digression sur le droit commun que j'aurais peut-être dû citer un petit peu plus tôt quand j'évoquais la publicité à l'égard du public. Mais donc, nous sommes toujours dans la publicité à l'égard des professionnels.
Et l'une des dernières obligations qui est prévue par la loi, c'est l'obligation de mettre en place, en tout cas c'est une obligation qui pèse sur le titulaire d'AMM, qui est de mettre en place un service scientifique. Donc ce service scientifique est chargé de l'information au sens de la loi relative aux médicaments. Et donc j'ai souligné information puisque j'ai précédemment souligné que la différence entre promotion, enfin, que la publicité, le critère de démarcation pour savoir si on était dans le cadre d'une publicité ou pas pouvait être le caractère promotionnel ou informationnel. Bon, là, on voit que le service scientifique est chargé de l'information relative aux médicaments, donc une compétence qui pourrait aller au-delà de celle strictement liée à la publicité. Ce service scientifique, il est tenu de tenir à la disposition des autorités ou leur communiquer un exemplaire de toute publicité émise par son entreprise, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion. Donc, le service scientifique est l'interlocuteur de l'autorité de contrôle. C'est ce service scientifique qui est chargé de s'assurer que la publicité est conforme aux prescriptions au règlement en la matière, vérifier la formation des délégués médicaux, collaborer évidemment avec les autorités de contrôle et veiller au respect des autorités compétentes en la matière. Donc, abordons, pour terminer l'analyse de la réglementation luxembourgeoise, la question des sanctions. Alors, l'autorité de contrôle en la matière, je l'ai déjà dit, c'est la DPM, donc la division de la pharmacie et des médicaments, qui est rattachée à la direction de la santé. Les sanctions sont d'ordre pénal, puisque la loi prévoit la possibilité d'encourir un emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou une amende ou une amende de 500 à 10 000 euros. La loi prévoit également l'action en cessation, qui est introduite auprès du président de la chambre commerciale du tribunal d'arrondissement, siégeant comme en référé. Comme en référé, c'est-à-dire selon une procédure accélérée, mais aboutissant à une décision au fond. À qui est ouverte cette action? Donc, la directive, c'est la directive qui impose aux États membres de mettre en place une telle procédure judiciaire. La directive prévoit que cette action en cessation doit être ouverte à toutes les personnes qui ont un intérêt légitime à l'interdiction d'une publicité incompatible avec le présent titre, un concurrent, une organisation de patients, toute personne ayant un intérêt. Au Luxembourg, donc, cette action, elle est ouverte à toute personne. Évidemment, toute action en justice repose sur l'existence d'un intérêt à agir, donc, ce qui limite le champ des possibles, mais enfin, toute personne ayant un intérêt à agir. La loi cite à cet égard le collège médical, le centre commun, les associations de consommateurs, le ministre de la Santé. Contre qui cette action peut être engagée? Donc, on l'a vu, toute personne qui commet une infraction, c'est-à-dire soit qui commande une publicité interdite, soit qui exécute cette commande. Et qu'est-ce qu'il est possible de demander? C'est la cessation des actes de publicité ou l'interdiction d'actes projetés, ainsi que la publication de la décision de justice dans les journaux ou équivalents. Voilà, donc on vient d'en finir avec les dispositions légales qui s'appliquent à tous, donc aussi bien à l'industrie qu'aux professionnels de santé. On va attaquer dans cette seconde partie la déontologie professionnelle. Alors la déontologie professionnelle, pour ce qui nous concerne, elle est composée du code de déontologie médicale, du code de déontologie des pharmaciens, du code d'éthique des autres professionnels de santé et du code de déontologie de l'APL, en tout cas de l'industrie. Alors, le code de déontologie médicale. Je l'aborde, je précise pourquoi il est important, je pense, quand une entreprise pharmaceutique met en place une politique promotionnelle
ou bien développe certaines interactions avec des professionnels de santé. Je pense que dans l'établissement des pratiques, il est important de savoir ce qui, de l'autre côté, est autorisé ou pas. Donc, je précise que, évidemment, ces codes de déontologie médicale ne s'appliquent pas directement à l'industrie, puisqu'ils s'appliquent aux médecins, aux professionnels de santé concernés, mais ça permet d'avoir une compréhension, en tout cas, de ce qui est autorisé par les règles professionnelles des personnes auxquelles ces pratiques s'adressent. Donc ça permet de mieux calibrer peut-être, ou en tout cas de calibrer les pratiques à mettre en place. Donc le code de déontologie médicale, c'est celui qui est dénommé Code de déontologie des professions de médecins et de médecins dentistes. Il est édicté par le collège médical, approuvé par arrêté ministériel, et précise que la règle de déontologie est une règle indépendante qui s'ajoute au droit commun. Évidemment, aucune règle déontologique ne pourra déroger au droit commun. Et la violation du code de déontologie constitue un manquement à la discipline et est sanctionnée par le conseil de discipline. C'est bien ce que je venais d'évoquer. Il n'y a pas de sanction pour l'industrie directement, mais en tout cas, il y a une sanction pour le professionnel de santé. Donc le champ d'application est relativement large, il s'applique à tous les médecins, médecins dentistes, libéraux, salariés, fonctionnaires en activité ou ayant cessé leur activité, étudiants médecins stagiaires, étudiants. Donc vraiment un champ d'application extrêmement vaste. Et que nous dit ce code de déontologie médicale? Évidemment, il protège l'indépendance professionnelle et la liberté de prescription des médecins, qui sont des garanties, je pense, fondamentales de l'exercice de la profession de médecin. Il précise que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et que le médecin doit, en toutes circonstances, être libre de ses prescriptions. Donc ça, ce sont vraiment les intérêts que ces règles déontologiques tendent à préserver. Je pense qu'il est important de revenir toujours à la ratio legis des règles en la matière pour pouvoir élaborer des règles d'éthique et de déontologie appropriées. Donc le médecin, de manière peu surprenante, ne peut recevoir à titre personnel ou par personne interposée des avantages en nature ou en espèces offerts par des fournisseurs ou par des prestataires de soins de santé dont l'activité professionnelle ou commerciale fait l'objet d'une prise en charge directe ou indirecte par les régimes de sécurité sociale. Donc, le code de déontologie prévoit également des exceptions qui concernent les avantages, l'hospitalité et les rémunérations perçues dans le cadre d'activités de manifestations professionnelles, à condition qu'elles ne soient ni excessives ni disproportionnées par rapport aux services rendus. On retrouve un écho aux dispositions légales en la matière. Il est également intéressant de relever une autre série de règles qui figurent dans le code de déontologie médicale et qui tendent à préserver l'art de la médecine de tout caractère commercial. Donc la médecine n'est pas un commerce, comme l'indique expressément le code de déontologie médicale. Et donc, c'est dans ce chapitre que se trouvent les dispositions qui concernent les conférences que les médecins dentistes sont autorisés à pratiquer, les conditions dans lesquelles ils peuvent effectuer ces conférences. Donc, ils peuvent faire des conférences à condition d'observer des règles de discrétion, de dignité, de tact, de prudence. Et évidemment, les informations dont ils doivent faire état doivent avoir un caractère éducatif, sanitaire, être basées sur des données confirmées, ils doivent faire de prudence. Bon, ça, c'est le caractère scientifique, ça se rapporte au caractère scientifique de l'intervention du médecin, et donc pour bien les différencier de tout caractère promotionnel. Et donc, le code précise, il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire personnelle ou en faveur des organismes agissant dans le domaine de la santé. Interdiction importante, il est interdit aux médecins, sauf dérogation légale, de vendre des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé ou d'en favoriser la vente en contrepartie d'un avantage matériel.
Et donc, voilà, donc les médecins sont donc très fortement encadrés dans les informations qu'ils peuvent dispenser lors de conférences, et donc sont évidemment invités à n'adopter aucune attitude publicitaire personnelle ou qui tendrait à faire la promotion de remèdes ou d'appareils présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Donc je pense que assez clairement les médicaments tombent dans cette interdiction. Les pharmaciens sont également soumis à un code de déontologie, donc c'est le code de déontologie des professions de pharmaciens, qui était dicté par le collège médical, approuvé par arrêté ministériel. Il est intéressant de noter que, donc, toujours pour bien situer l'importance et l'intérêt de ces règles déontologiques, le code de déontologie précise que le législateur réglemente l'accès à l'activité pharmaceutique en fonction de critères de formation et qu'il lui réserve un monopole d'exercice au seul pharmacien dont il entend encadrer la pratique quotidienne par l'exigence de devoirs particuliers permettant de démarquer la profession d'autres champs professionnels. Donc le monopole d'exercice qui est reconnu aux pharmaciens a pour contrepartie ou corollaire, en tout cas, l'exigence de devoirs particuliers qui démarquent cette profession d'autres champs professionnels de la même manière que les médicaments se démarquent d'autres marchandises. Et donc les rapports du pharmacien avec le patient sont basés sur la confiance et la considération qu'inspire la profession. Les devoirs au sens du présent code sont donc pour une part importante le prolongement logique de cette relation de confiance impliquant pour chaque pharmacien un devoir. Je n'arrive pas à lire mon slide, mais je crois que c'est de mémoire un devoir important en matière, je n'arrive pas à lire mon slide, mais en tout cas, voilà, ce code de déontologie exprime l'importance et les responsabilités qui pèsent sur le pharmacien en la matière, et donc l'importance de respecter les règles déontologiques. Donc le champ d'application est également assez large. Tous les pharmaciens autorisés à exercer au Grand-Duché de Luxembourg, pharmaciens d'officine ou pharmaciens responsables d'une pharmacie hospitalière, pharmaciens prestataires de services ou étudiants stagiaires. Et donc, quelles sont ces règles? Le pharmacien doit préserver en toutes circonstances la liberté de son jugement. Il ne se soumet à aucune forme de contrainte, notamment financière, commerciale, technique ou morale, incompatible avec les règles essentielles. Il a une interdiction de démarcher la clientèle et en ce qui concerne l'information au public et la publicité à laquelle il pourrait se livrer, donc le code reproduit à cet égard les dispositions légales sur les modes de publicité autorisés à l'égard du public. Et le code de déontologie prévoit l'autorisation du ministre de la Santé pour toute publicité, voici un champ très large, à moins qu'elle ne soit limitée à l'indication du nom du produit, de sa composition et de l'identité de l'adresse du fabricant. Le code vise également expressément, ce que ne fait pas le code de déontologie médicale, mais le code de déontologie des pharmaciens le fait, vise expressément les relations avec l'industrie pharmaceutique pour ce qui concerne le pharmacien hospitalier et prévoit que la participation à des manifestations, la rémunération est autorisée si elle a une valeur négligeable et a trait à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie. Et pour terminer la série des codes de déontologie applicables aux professionnels de santé au sens large, je pense qu'il est important de souligner que les autres professionnels de santé, donc qui ne sont pas médecins ou pharmaciens, donc qui ne sont pas des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer les médicaments, sont aussi soumis à un code de déontologie, qui est celui du code de déontologie de certaines professions de santé, qui est approuvé par règlement grand-ducal, qui s'applique à de très larges catégories de professionnels de santé, tels que les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes.
Et je relèverai dans ce code une disposition qui est pertinente pour le thème qui nous anime aujourd'hui, qui est l'interdiction de tout compérage entre professionnels de santé et notamment les établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d'appareils, de matériel, de produits nécessaires à l'exercice d'une profession de santé. Donc voilà, l'interdiction. Donc je dirais que cette définition au sens large vise l'industrie pharmaceutique. Donc le code interdit tout compérage entre ces professionnels de santé et l'industrie. Donc là encore une portée pratique qui n'est pas forcément évidente à la lecture de la disposition, mais elle a le mérite d'exister. Et passons à présent donc au code de déontologie de l'industrie pharmaceutique. Donc en la matière, les codes applicables, ou en tout cas qu'il est pertinent d'aborder aujourd'hui, c'est celui de l'IFPMA, celui de l'EFPIA et celui de l'APL. Le code de l'APL se réfère expressément à l'éthos de l'IFPMA, qui est reproduit, hein, si ma mémoire est bonne, qui est reproduit dans le code lui-même. Et donc cet ethos, il reflète assez clairement la variété des implications pratiques d'une politique éthique dans une entreprise pharmaceutique. Donc je le trouve vraiment très intéressant puisqu'il est assez complet et assez clair. Et en tout cas, ce sont donc des valeurs auxquelles les membres de l'APL souscrivent. Le FPIA, donc, qui a également élaboré un code de déontologie que je ne vais pas détailler aujourd'hui puisqu'il inspire très largement le code de l'APL. Donc je vais me concentrer sur le code de l'APL, mais simplement souligner qu'on retrouve également le patient au cœur des préoccupations et les principes tels que l'intégrité, la transparence et le respect, donc, qui sont mis en œuvre à travers les codes de déontologie. Différents codes de déontologie d'ailleurs au sein de l'EFPIA qui a aussi bien des codes qui régissent la déontologie à l'égard des professionnels que des patients. Et donc l'APL qui s'est assez largement inspiré de ces règles a élaboré un code de déontologie qui est applicable aux membres de l'APL et qui s'applique à la promotion et aux interactions effectuées, sponsorisées ou organisées par, avec ou au nom d'une entreprise membre. Donc, cela vise également donc, tout événement et les interactions qui ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg, mais conscient que, de par la taille du pays, l'activité s'étend souvent au-delà du territoire. Le code précise que, en tout cas, le code de déontologie nationale du pays de résidence du professionnel de santé ou de l'organisation de patients concernés sont également applicables, de même que le code de déontologie du lieu de la manifestation scientifique si elle n'a pas lieu au Luxembourg. Alors, ce code se décompose en 4 parties. La première qui concerne la promotion des médicaments soumis à prescription médicale auprès des professionnels de santé. La deuxième concerne les interactions. Donc, on retrouve toujours cette dichotomie entre promotion et interaction. Donc, les interactions avec les professionnels de santé et les organisations du secteur de la santé. La troisième partie qui est celle des interactions avec les organisations de patients. Et enfin, une dernière partie qui est consacrée à la transparence et qui contient, nous le verrons, des obligations à la charge des entreprises membres en termes de publicité, publication en tout cas. Donc pour ce qui concerne la promotion des médicaments soumis à prescription médicale auprès des professionnels de santé. Alors, donc la promotion, on l'a vu, c'est toute activité réalisée, organisée ou parrainée par une entreprise membre, dirigée vers les professionnels de la santé, dans le but de promouvoir la prescription, le conseil, la délivrance ou l'administration de produits pharmaceutiques par tout moyen de communication, y compris Internet ou via les réseaux sociaux. Donc, une conception extrêmement large avec
dans la définition même la finalité de l'activité, mais je pense qu'on est tous conscients qu'en matière pharmaceutique, dès lors qu'est impliquée une entreprise pharmaceutique, le caractère promotionnel n'est pas toujours très évident. Mais en tout cas, ici, ce serait restreint aux activités qui ont pour but de promouvoir des médicaments. Les professionnels concernés, ce sont, donc, dans ce chapitre précisément, uniquement les personnes qualifiées pour prescrire ou fournir un médicament. C'est la même définition que la définition légale, donc on reste dans la relation entre l'industrie et les médecins et pharmaciens, et on verra que le deuxième chapitre, lui, s'adresse aux professionnels du secteur de la santé au sens large. Donc le code renvoie évidemment aux dispositions légales et s'applique en complément des dispositions légales. Donc il est toujours important dans l'approche, dans l'élaboration d'une pratique, de voir ce que dit la loi et de compléter les prescriptions légales par celles issues du code de déontologie. Alors ce code prévoit des normes qu'on pourrait qualifier d'éthiques, qui gouverne la forme de la promotion en elle-même. Donc, il est interdit de jeter le discrédit sur l'industrie ou réduire la confiance. Donc, on en revient à l'idée d'une dignité de la profession, respecter également la nature particulière des médicaments, le statut professionnel du public visé, ne pas être susceptible d'offenser, éviter d'utiliser, plutôt interdit d'utiliser des visuels qui ne seraient pas conformes ou qui seraient trompeurs, de même des références trompeuses. Il y a un niveau d'attention à porter sur les termes qui sont employés, qui pourraient être trompeurs, tels que les termes sûrs ou sans danger, qui doivent donc être clairement définis. Le terme nouveau également ne peut être utilisé pour une présentation qui est généralement déjà disponible. Les communications digitales, on a vu que c'était couvert dans la définition de la promotion, sont également encadrées puisqu'elles ne peuvent être, elles ne sont autorisées que sur demande des professionnels de santé ou en tout cas avec leur consentement. Et puis toujours l'objectif de transparence qui veut que le caractère promotionnel soit clairement identifiable, de même que l'origine du parrainage. Donc, les exemples en la matière, ça s'applique aux évaluations cliniques, aux programmes de surveillance, aux études post-AMM, qui ne doivent pas constituer de promotion déguisée, ou bien encore, par exemple, dans une revue scientifique, il serait conseillé de bien distinguer le matériel promotionnel des articles scientifiques en eux-mêmes. Le code s'intéresse également au personnel de l'entreprise, puisqu'il invite les membres à nommer un employé senior responsable du respect des règles déontologiques. Il précise que les membres sont responsables des actes de leurs collaborateurs. Les représentants médicaux doivent être formés aux règles déontologiques, donc aussi bien de celles du code que des règles légales. Et le code renvoie à un niveau de formation adéquat des représentants médicaux. Et le code prévoit également certaines obligations de délicatesse et l'interdiction de toute tromperie à la charge des représentants médicaux. Et enfin, le service scientifique, dont l'existence est prévue par la loi, le code ajoute ou complète en tout cas les exigences légales à son égard en prévoyant que ce service doit comprendre un médecin ou un pharmacien, que ce service est responsable de l'approbation et de la supervision des études non interventionnelles et qu'il est chargé de certifier la forme finale du matériel. Donc, pour une approche synthétique et comparative entre les dispositions légales et celles du Code de déontologie de l'APL,
Donc la loi prévoit dans tout ce qui est matériel promotionnel des médicaments à l'égard des professionnels l'exigence de certaines mentions obligatoires. Elle prévoit le service scientifique et l'exigence de formation des délégués médicaux, alors que le code de l'APL va un petit peu plus loin en prévoyant des exigences renforcées au niveau du service juridique, l'existence d'un employé senior qui est responsable également en la matière, et des obligations à la charge des représentants médicaux. Et donc, il faut préciser que ces obligations renforcées, elles ne portent que sur les médicaments soumis à prescription obligatoire, mais que le Code encourage d'appliquer également ces restrictions aux médicaments qui n'y sont pas soumis. Donc voilà pour la promotion auprès des professionnels de santé. Et je passerai donc à présent aux interactions avec les professionnels de santé et les organisations de soins, les organisations du secteur de la santé. Donc les professionnels de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une définition plus large cette fois-ci, donc c'est une plus large catégorie de professionnels qui est visée, puisqu'il s'agit, que cela concerne toute personne physique pratiquant l'art médical, dentaire, pharmaceutique ou infirmier, et qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, peut prescrire, acheter, livrer, recommander, louer, utiliser ou administrer des médicaments ou des dispositifs médicaux. Donc je pense que sont concernés à peu près tous les professionnels de santé. Et les organisations du secteur de la santé, toute association ou organisation active sur le plan des soins de santé, médical ou scientifique. Alors, dans ces interactions, donc on n'est pas forcément donc dans un matériel promotionnel à proprement parler, mais on est donc dans une relation avec ces professionnels ou avec ces organisations et à l'égard desquelles des règles éthiques s'imposent. Donc le Code prévoit notamment l'interdiction d'offrir des cadeaux, réglemente également le matériel informatif ou éducationnel et les objets d'utilité médicale qui peuvent être transmis, réglemente également l'organisation de manifestations scientifiques et l'hospitalité qui peut être offerte, réglemente les différentes conventions, la mise à disposition de moyens, l'éducation médicale, les études interventionnelles et les échantillons. Et donc, je vous propose donc de passer en revue ces différentes catégories d'interactions. Donc, l'interdiction d'offrir des cadeaux, elle est assez catégorique. La loi prévoit l'interdiction d'offrir une prime, un avantage pécuniaire ou en nature, sauf si la valeur est négligeable ou en lien avec l'exercice de la médecine ou de la pharmacie. Le Code est plus strict en la matière, puisqu'il interdit tout cadeau en ce qui concerne les médicaments soumis à prescription. Et il interdit donc tout cadeau direct ou indirect, même si la valeur est négligeable et qu'il concerne l'exercice de la profession médicale. Donc, sont interdits tout cadeau personnel, divertissement, courtoisie sociale, espèces, services personnels ou les fameux goodies. Donc, pour faire une comparaison avec la loi, donc le Code va plus loin puisqu'il vise tous les professionnels de santé au sens large et que, là où la loi autorise des cadeaux de valeur négligeable, le Code, lui, proscrit toute forme de cadeau direct ou indirect en ce qui concerne les médicaments soumis à prescription. Le matériel informatif ou éducationnel et les objets d'utilité médicale. Donc, le matériel informatif ou éducationnel, il est autorisé à condition qu'il soit de faible valeur, qu'il ait un lien direct avec la pratique de l'art médical ou pharmaceutique et qu'il profite directement aux soins pour les patients. De même, les objets d'utilité médicale sont autorisés à condition que l'objet soit directement lié à l'éducation des professionnels et aux soins pour les patients, qu'il ait une faible valeur. Le Code prévoit à cet égard une valeur maximale de 50 € par cadeau
est de 125 € par an et par professionnel, et évidemment qu'il ne fasse pas partie du matériel et de l'équipement de base. Il est précisé dans le code que ce matériel peut comporter le nom de l'entreprise, d'où l'interdiction de le voir figurer sur l'équipement de base. Je pense qu'il est assez évident qu'un stéthoscope qui porterait le nom d'une entreprise serait assez malvenu, mais en tout cas à l'exclusion du nom de la marque, sauf si ce nom est essentiel pour l'utilisation correcte du matériel ou de l'objet. Les manifestations scientifiques et l'hospitalité. Donc, ce que dit la loi à cet égard, c'est que l'hospitalité peut être offerte de manière directe ou indirecte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, à condition d'être strictement limitée à l'objectif scientifique principal. Donc, en d'autres termes, limitée à la durée de la manifestation scientifique et qu'elle soit limitée aux seuls professionnels de santé. Donc, l'hospitalité ne saurait s'étendre aux membres de la famille, par exemple. Le code de l'APL vise les manifestations soutenues ou organisées directement ou indirectement par les membres et prévoit que ces manifestations, dans le cadre de ces manifestations, toute hospitalité doit toujours être limitée à ce que les professionnels de santé seraient raisonnablement prêts à dépenser pour eux-mêmes. On va voir que le code précise les montants qui sont admis à cet égard. Et le code encadre également l'utilisation des logos qui sont subordonnés à un accord écrit des organisations et l'obligation d'être transparent dès le départ sur l'existence du sponsoring. Donc, en ce qui concerne l'hospitalité, le code est assez clair et c'est assez appréciable pour mettre en place une politique de publicité à cet égard, enfin en tout cas une politique d'interaction avec les professionnels de santé. Les repas sont limités à 45 € pour un lunch et 90 € pour un dîner. Je crois que ces montants sont plus élevés que ceux qui sont prévus en Belgique, mais en tout cas, ils correspondent au niveau de vie ici luxembourgeois. Absolument, ils sont un petit peu plus élevés et aussi une question que j'ai régulièrement, c'est taxes comprises. Donc c'est 45 €, taxes comprises pour un lunch et en Belgique c'est 40. D'accord. Donc voilà, donc nous on a un Luxembourg un niveau de vie légèrement plus élevé et donc le code en tient compte. Également les indemnités pour le transport et la nuitée qui est limitée à 250 € maximum. Et donc, pour comparer, c'est toujours utile, je pense, de comparer la loi et les dispositions du code pour comprendre, déjà pour savoir ce qui s'applique, et puis pour comprendre, pour mettre en évidence le fait que il y a une certaine volonté de l'industrie de définir des règles éthiques qui vont au-delà des exigences légales. Donc, la loi, on vient de voir que donc le code régit l'organisation des manifestations scientifiques en imposant une transparence sur le parrainage, en encadrant l'utilisation des logos. La loi ne prévoit pas de dispositions expresses sur l'organisation des manifestations scientifiques. Donc, il est plutôt bienvenu que le code de déontologie de l'APL contienne ces dispositions, parce que je pense que c'est assez important, justement dans l'organisation des manifestations scientifiques, à l'égard desquelles il y a toujours une certaine ambivalence on peut en tout cas déceler une certaine ambivalence dans les objectifs, donc c'est absolument très bien d'imposer des règles éthiques dans l'organisation. Et donc l'hospitalité, selon la loi, toute hospitalité doit être limitée à l'objectif scientifique principal et doit être limitée aux professionnels de santé. Donc on a vu que le code, lui, fixe des montants bien précis, et donc apporte une traduction pratique des dispositions légales qui sont assez bienvenues.
Le code réglemente également les conventions qui sont passées avec les professionnels de santé ou les organisations. Donc, ces contrats, ces conventions portent donc sur la fourniture de services scientifiques, donc la participation à une étude clinique ou tout autre service de nature scientifique qui pourrait être rendu par un professionnel de santé. Donc le code précise qu'évidemment, elles sont en premier lieu soumises au droit luxembourgeois, au droit commun des contrats, et limite l'objet de la convention à tout ce qui concerne les soins de santé ou la recherche scientifique. Et la préoccupation d'exclure également tout service qui aurait pour but de stimuler la recommandation, la prescription, l'achat, la vente, la délivrance ou l'administration de médicaments. Donc l'objectif est vraiment d'avoir une relation claire et de prohiber toute relation contractuelle qui aurait un but promotionnel. Le code réglemente expressément les contrats de consultants qui sont fréquents, par exemple l'intervention lors de réunions scientifiques, la collaboration des études médicales, des essais cliniques, des formations. Et donc, le code prévoit à cet égard que l'accord doit reposer sur un besoin légitime clairement documenté en amont, et la sélection du professionnel doit être adaptée à ce besoin légitime qui est défini en amont, donc que ce soit en termes de qualité ou de compétences du professionnel qui est convié, ou en termes de volume des professionnels qui sont invités à accomplir une mission de consultant. Les entreprises sont invitées à établir un compte-rendu des services prodigués. Évidemment, également, on essaye de préserver cette relation contractuelle de tout objectif promotionnel, même sous-jacent. Et puis, le code conseille également, et je pense que c'est une invitation qui a du sens, qui est d'inviter le professionnel de santé à faire état de sa mission de consultant lorsqu'il s'exprime publiquement. Donc l'objectif ici, c'est toujours d'afficher une transparence à l'égard des destinataires de l'information. Le code prend également position sur la rémunération du consultant en proposant une rémunération raisonnable, adaptée à la valeur de marché, et également le remboursement des dépenses raisonnables. Donc, les dépenses sont très clairement encadrées dans le code, dans le sens où les repas offerts ne sont autorisés que si le programme prévoit un minimum 6 heures scientifiques effectives. L'hospitalité est limitée à la durée officielle de la manifestation. Et les repas précèdent ou suivent immédiatement la manifestation. Et enfin, en ce qui concerne les déplacements, pour le train, on admettra une classe affaires standard, et pour ce qui concerne les déplacements en avion, une classe éco, sauf au-delà de 6 heures de vol, une classe affaires standard pourrait être admise. Donc, on voit que le code est très précis, très clair, et correspond globalement aux exigences légales, donc strictement limité à l'objectif scientifique principal. Je pense que quand on exige que les repas précèdent, suivent immédiatement et soient vraiment en lien avec l'événement, on est strictement limité à l'objectif scientifique principal. Et évidemment, la loi limite toujours ces remboursements aux seuls professionnels de santé. En ce qui concerne la mise à disposition de moyens, donc le financement d'une organisation de santé ou l'un de ses programmes, le code impose une diversification des sources de financement, donc prévoit une interdiction de financer seul une organisation de santé ou un de ses programmes. Sous quelle forme peut prendre ce financement? Donc des subsides, du sponsoring, même de la fourniture de services humanitaires par exemple. Et donc à qui?
Donc à tout tiers, institutions, organisations, associations prodiguant des soins de santé ou actifs dans la recherche, et évidemment interdiction de financer ou de sponsoriser ou d'accorder des subsides à un professionnel de santé à titre individuel. Et donc, dans quel but ce financement est autorisé? Donc, évidemment, toujours promouvoir les soins de santé, la recherche scientifique, et ne pas avoir de finalité promotionnelle à l'égard d'un médicament. Et il est fortement recommandé de passer un écrit avec un écrit qui servira de base à ce financement et de rester clairement informé de la destination des fonds. Le code aborde également le soutien de la formation médicale continue, donc le soutien apporté à la formation médicale continue, en imposant dans ce contexte aux entreprises membres de fournir un matériel honnête, équilibré et objectif, et qui permette l'expression des différentes théories et opinions reconnues, et évidemment de produire un contenu qui consiste en des informations médicales, scientifiques ou autres, le code précise ou autres, mais qui évidemment vise à contribuer à l'amélioration des soins apportés aux patients. Le code aborde également la question des donations et des subventions. Le code entre vraiment dans le détail de chaque catégorie de mise à disposition de moyens. Donc toujours l'interdiction de professions de santé, de professionnels de santé à titre individuel, toujours un objectif scientifique et de promotion des soins de santé, et éviter que ces donations ou ces subventions ne portent atteinte à l'indépendance, l'intégrité ou la crédibilité du bénéficiaire, et évidemment aucune contrepartie exigible, sauf mention du nom d'entreprise. Et là également, la passation d'un écrit est conseillée. Les entreprises peuvent également prendre en charge l'éducation médicale. Donc, il s'agit de financer des activités organisées par des tiers ou organisées par les membres directement ou en collaboration avec un tiers. Donc, à ce moment-là, le rôle du membre doit être clairement reconnu et apparent et fournir un contenu juste, équilibré, objectif et conçu pour permettre l'expression de diverses théories et opinions reconnues. Le code aborde également les études non interventionnelles. Alors, elles doivent avoir un but essentiellement scientifique, ne pas consister en promotion déguisée de médicaments. Elles doivent reposer sur un protocole scientifique écrit, détaillant l'objectif poursuivi, la méthodologie, l'indemnisation des investigateurs. Cette rémunération doit être proportionnelle aux prestations, donc sur base d'une valeur de marché, l'obligation de communiquer des résultats aux professionnels de santé participants. Et à cet égard, je souligne également une disposition qui est prévue par la loi, alors par le règlement grand-ducal 92 plus précisément, qui n'apparaît pas dans le cadre du chapitre consacré à la publicité, mais qui apparaît plus tard dans le règlement, dans le chapitre consacré à la pharmacovigilance, et qui prévoit que les professionnels de santé participant aux études de sécurité post-autorisation non interventionnelles ne sont rétribués qu'à hauteur du temps qu'ils y ont consacré et des dépenses qu'ils ont engagées à cet effet. Donc, à cet égard, je dirais que le Code traduit assez fidèlement l'exigence légale en prévoyant une rémunération proportionnelle aux prestations. Le Code prévoit enfin des dispositions relatives aux échantillons. Là également, on est très proche des dispositions légales en la matière, puisque la distribution d'échantillons est réservée aux personnes habilitées à les prescrire, sur demande écrite de leur part également. Les échantillons doivent permettre aux médecins de se familiariser avec le médicament, ne doivent pas avoir pour effet de stimuler ou encourager la prescription. Ces échantillons doivent contenir un RCP. Chaque entreprise doit contrôler la distribution de ces échantillons, je pense que ça va de soi. Et la mention échantillon gratuit ne peut être vendue ou doit figurer ou bien une mention équivalente. Donc on est
on est dans le même niveau d'exigence que les exigences légales. Et enfin, le code traite également de l'interaction avec les organisations de patients. Alors, les organisations de patients, donc c'est toute association à but non lucratif, dotée de la personnalité juridique, principalement composée de patients ou de prestataires de soins non professionnels et qui sert ou soutient les besoins des patients. Alors, pour faire écho aux dispositions légales, parce qu'il faut toujours bien situer le code et savoir quelles exigences légales s'appliquent à la base. Donc, le code s'applique évidemment en complément des dispositions légales, lesquelles ici, on est donc dans le cadre des interactions avec les patients, donc on se situe dans tout ce qui est publicité envers le public. Donc, ce sont toutes les restrictions qui s'appliquent à la publicité envers le public qui vont s'appliquer aux interactions avec les organisations de patients. Donc, à leur égard, le code prévoit également des principes généraux, l'interdiction d'offrir des cadeaux, encadre l'organisation d'événements et la prise en charge de l'hospitalité, encadre également les conventions, les donations, les subventions et prévoit une certaine transparence en la matière que je vais détailler immédiatement. Les principes généraux qui doivent gouverner l'interaction avec les organisations de patients est de respecter l'indépendance et le jugement du patient, ou en tout cas des organisations de patients, pas de promotion d'un médicament soumis à prescription. Donc là, on est toujours dans la même interdiction qui est prévue par la loi, donc interdiction de toute publicité en faveur d'un médicament soumis à prescription. Et toute collaboration doit avoir un objectif transparent et un soutien financier éventuel doit être connu. L'interdiction d'offrir des cadeaux, elle est également catégorique, interdiction de tout cadeau à l'égard d'une organisation de patients, donc tout ce qui est cadeau personnel, divertissement, courtoisie sociale, espèces, services personnels, de même que les goodies. L'organisation d'événements. Donc, le code vise à cet égard l'organisation ou le sponsoring de manifestations pour les patients. Donc, le soutien est autorisé si c'est une manifestation de nature professionnelle, éducative ou scientifique. Par souci de transparence, toujours le parrainage doit être reconnu et apparent dès le départ. Ces manifestations doivent être organisées dans des lieux propices, donc éviter les lieux liés au divertissement ou les lieux extravagants. Idéalement au Grand-Duché, sauf si les invités sont majoritairement issus d'un autre État ou si un autre site apparaît plus pertinent pour l'organisation de l'événement en question. Et en ce qui concerne l'offre d'hospitalité, donc elle ne doit évidemment pas inclure le divertissement, elle doit être appropriée, limitée à un niveau raisonnable, limitée à l'objectif principal de l'événement. Elle doit se cantonner aux frais d'organisation, de transport, de repas, d'hébergement et d'inscription. Et elle ne peut être offerte qu'aux participants, voire à une personne accompagnatrice en cas de besoin de santé établi. Les conventions qui peuvent être passées avec ces organisations, donc ça concerne les contrats de fourniture de services des organisations de patients aux entreprises membres. Donc l'objet de la convention, on est toujours dans l'idée de restreindre les relations contractuelles à tout ce qui concerne les soins de santé, la recherche et l'éducation, et éviter toute relation contractuelle qui aurait pour objet de stimuler ou de favoriser la prescription, l'achat, la délivrance, l'administration d'un médicament. Également, des contrats de consultants peuvent être passés avec ces organisations. Les conditions de l'accord sont les suivantes. Une convention écrite qui précise la nature des services,
La nécessité de documenter en amont un besoin légitime et de procéder à une sélection adaptée à ce besoin légitime. Donc, c'est l'objectif de pouvoir justifier de la qualité et de l'identité, de la raison pour laquelle l'organisation de patients en question est sollicitée. L'obligation d'établir un compte-rendu des services prodigués, l'interdiction de prévoir un but de stimuler la prescription, l'achat, la vente, la délivrance, l'administration de médicaments, et l'obligation de prévoir, le cas échéant, une indemnisation raisonnable. Les donations et les subventions en faveur de ces organisations, donc elles sont autorisées en espèces ou en nature, donc sous réserve de remplir certaines conditions de validité. Donc l'objectif, c'est de soutenir des soins de santé, la recherche ou l'éducation. Elles doivent être documentées et conservées dans des dossiers, et toujours ce même souci de ne pas constituer d'incitation à la consommation ou à la vente de médicaments spécifiques. Et évidemment, les donations et les subventions aux particuliers ne sont pas autorisées. Et enfin, le Code recommande une attitude de transparence en toutes circonstances, puisqu'il prévoit que chaque entreprise s'assurera que son parrainage est toujours clairement reconnu et apparent dès le début. Et cette règle, donc, qui est assez récurrente dans le code de déontologie de l'APL, vise donc à avoir une attitude totalement transparente sur le caractère promotionnel ou pas de l'intervention. Ou en tout cas, d'avoir une information, de livrer une information la plus éclairée possible aux destinataires. Et enfin, on abordera le thème de la transparence, donc comme je l'ai dit, qui se traduit par des obligations concrètes de publication de tous ces transferts, tous ces cadeaux, toutes ces relations, toutes ces interactions doivent faire l'objet d'une publicité. En tout cas, les membres ont choisi, pour des raisons de transparence, de se fixer des objectifs de publicité que je vais détailler à présent. Donc, les entreprises sont tenues de documenter et de publier les transferts de valeur qu'elles effectuent, directement ou indirectement, au profit des professionnels ou d'organisations du secteur de la santé. Donc, pour préciser le champ d'application des transferts de valeur qui sont concernés, donc, on parle des transferts de valeur à l'égard des professionnels du secteur de la santé, des organisations du secteur de la santé, mais le code ne vise pas les organisations de patients. Donc, tout ce qui est transfert de valeur à leur égard n'a pas à être publié. Donc, les professionnels de santé qui sont concernés, donc les transferts de valeur envers les professionnels de santé, ce sont lesquels? Ce sont les transferts de valeur envers toute personne physique pratiquant l'art médical, dentaire, pharmaceutique ou infirmier, ou toute personne qui, dans le cadre de ses activités, peut prescrire, acheter, livrer, recommander ou administrer des médicaments. Donc, on est sur une conception très large des professionnels de santé, et cette définition inclut tout agent ou employé d'un service public ou autre organisation, que ce soit dans le secteur public ou privé, qui peut prescrire, acheter, délivrer, recommander ou administrer des médicaments, ainsi que tout employé d'une entreprise pharmaceutique dont l'activité principale est celle d'un professionnel de la santé en activité. Les autres employés d'une entreprise pharmaceutique, par contre, et les grossistes et distributeurs de médicaments ne sont pas visés. De même, les organisations de la santé, donc ce sont celles qui ont été détaillées tout à l'heure, et donc avec une exclusion des organisations de patients. Alors, quels transferts de valeur sont visés, lesquels doivent être documentés et en tout cas publiés? C'est tout transfert direct ou indirect de valeur, que ce soit en espèces ou en nature ou autrement, effectué dans un but promotionnel ou autrement, en rapport avec le développement et la vente de médicaments à usage humain soumis à prescription. Donc, sont exclus des transferts de valeur
devant être publiés. Ce sont les transferts de valeur qui sont en rapport avec le développement ou la vente de médicaments non soumis à prescription médicale. Ne doivent pas être documentés toutes les donations d'objets d'utilité médicale, les repas, les boissons, les échantillons et les transactions liées à l'achat et à la vente de médicaments, les transactions usuelles en la matière. Donc, qu'est-ce qui doit être documenté concrètement à l'égard des organisations en matière de soins de santé, les donations et les subventions qui soutiennent les soins de santé, la contribution aux frais relatifs à des manifestations scientifiques, le sponsoring offert dans ce contexte à des professionnels de santé, les honoraires pour services de consultance, et à l'égard des professionnels de santé, c'est tout ce qui est contribution aux frais relatifs à des manifestations scientifiques et les honoraires pour les services de consultance. Comment s'effectue cette publication? Le Code prévoit une publication annuelle dans les 6 mois de l'expiration de l'année civile, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière de protection de la vie privée. Et c'est une réserve importante, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les données restent publiques pendant 3 ans. Elles doivent être publiées à travers le schéma qui est fourni en annexe 2 du code, qui est annexé au code en tout cas. Et les entreprises membres sont invitées à conserver la preuve de l'accomplissement de ces formalités pendant 5 ans, une fois encore sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires. Et en principe, le code prévoit la publication sur une base individuelle avec la possibilité de regrouper les transferts par catégorie, tout en conservant une répartition détaillée pour le bénéficiaire ou les autorités compétentes. Alors, je viens de le dire, le code prévoit que la publication se fait sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée. Et à cet égard, la réserve, je pense, est assez importante puisque ces transferts de valeur à l'égard de certains professionnels de santé en tout cas peut donc impliquer le traitement et la publication de données à caractère personnel. Et donc, il faut clairement s'interroger sur l'existence d'une interaction avec les règles de protection des données en la matière, donc le fameux règlement général sur la protection des données personnelles, puisqu'en principe, en application de ce règlement, le nom du médecin ne pourrait être publié qu'avec son consentement, puisque, vous le savez certainement, le GDPR encadre les circonstances dans lesquelles le traitement d'une donnée personnelle peut être effectué, doit reposer sur certaines hypothèses légales. Le fait de remplir une obligation légale peut justifier de traiter une donnée personnelle, mais là, en l'occurrence, on n'est pas dans une obligation légale, on est dans une obligation qui est imposée par un code de déontologie. Donc, de possibles difficultés avec la protection des données personnelles qui pourraient constituer un obstacle à cette obligation qui finalement a un intérêt public évident. Et donc, il y a, je pense, clairement une réflexion à construire autour de cette question-là. Et je crois savoir que certains pays, si je ne me trompe pas, ce serait l'Angleterre, ont levé cet obstacle par la loi. Donc, peut-être s'inspirer de ce qui a pu être fait dans les pays voisins sur cette question. Voilà, j'en ai fini avec ce long exposé sur les différentes règles qui s'appliquent aux activités promotionnelles et à l'interaction avec différentes catégories d'intervenants du secteur de la santé, que ce soit les professionnels de la santé, les organisations de patients. Et donc, je vous propose peut-être pour essayer d'illustrer et en tant que résumé de cet exposé d'aborder 2 exemples concrets. Alors, le premier, c'est une question qui est très fréquemment posée, qui est celle de la rémunération des professionnels de santé pour leur
services, par exemple la participation à un congrès scientifique. On prend une hypothèse assez simple. Un médecin est invité par une entreprise pharmaceutique à faire état des derniers développements sur la recherche relative à une maladie orpheline lors d'un congrès qui se déroule sur 2 jours et qui est à 150 km de son domicile. Donc, premier réflexe, ce que dit la loi, l'hospitalité est offerte, doit être strictement limitée à l'objectif scientifique principal, donc à la durée du congrès, ici 2 jours. Donc seule une nuitée, sous réserve évidemment d'une appréciation au cas par cas pour être autorisée, et donc doit être limitée aux seuls professionnels de santé, donc exclusion des membres de la famille ou de toute autre personne qui ne serait pas la personne concernée par la participation. Et ce que dit le Code à cet égard, donc si c'est un congrès qui est organisé par l'entreprise membre, donc être transparente dès le départ sur l'existence du sponsoring, documenter le besoin légitime, sélectionner un professionnel de santé adapté à ce besoin, établir un compte-rendu des services prodigués, éviter toute finalité promotionnelle sous-jacente et inviter le professionnel de santé à faire état de sa mission de consultance lorsqu'il s'exprime publiquement. Et plus concrètement, sur les dépenses autorisées, le programme prévoit un minimum de 6 heures, donc les repas sont offerts, une nuitée maximum de 250 €, le déplacement qui est de 150 km, on peut admettre un déplacement en train, en classe affaires standard, et si la manifestation a lieu en dehors du Grand-Duché, se référer aux règles du pays d'accueil. Passer un écrit, évidemment, et publier les transferts de valeur hors repas et boissons. C'était une exclusion qui avait été prévue par le Code. Et simplement une petite précision, donc les mêmes règles s'appliquent à la participation à un essai clinique ou à l'écriture d'un avis scientifique, par exemple. Je vous propose d'aborder, pour terminer, la question des cadeaux. Je prends l'exemple d'une clé USB qui contient du matériel scientifique sur une pratique médicale récente. Cette clé USB a priori une valeur inférieure à 50 €. Donc, elle est autorisée. La loi exige une valeur négligeable. Je pense qu'à l'égard d'une clé USB, on est dans les limites légales. Le nom de l'entreprise pourrait être figuré sur cette clé USB et publication du transfert, non. Puisque le matériel scientifique et les objets d'utilité médicale n'ont pas à être publiés. Et enfin, les cadeaux qui seraient interdits, un stéthoscope. S'il y a un lien avec la pratique médicale, elle relève du matériel usuel, donc c'est un cadeau qui est interdit par le Code. Un cours d'équitation, par exemple, ou toute autre activité de loisir n'a pas trait à l'art médical, donc ce sont des cadeaux qui sont interdits. Un livre sur l'histoire de la médecine au président d'une organisation de patients, par exemple, serait également interdit, puisque tout cadeau envers une organisation de patients est interdit. Et j'en termine ici avec cet exposé en espérant qu'il était assez clair. C'était énormément de contenu, donc des règles très denses. Et j'ai essayé de les synthétiser et de les organiser de manière la plus intelligible possible. Et je suis à votre écoute pour toute question. Merci beaucoup Camille pour cette présentation très complète et je l'espère claire pour tout le monde. Nous avons quelques questions dans le chat, alors je vais me permettre d'afficher ces questions. On a une question sur le petit déjeuner. Est-ce que le montant prévu dans le Code prévoit le petit déjeuner? Alors, dans le Code, ce n'est pas expressément indiqué. Donc, le Code prévoit les repas, donc 45 € pour un lunch, 90 € pour un dîner. Donc, le Code ne prévoit rien pour le petit déjeuner. Je pense que ce serait inclus dans la nuitée qui est de 250 € maximum. Alors, je peux peut-être compléter alors ton explication. Le Code de l'APL est effectivement
inspiré de pharma.be qui lui-même est inspiré de IFPIA. Et si on regarde le code de l'IFPIA, dans le chapitre 2, dans la section 10.3, 10.4 et 10.5, là, il est clairement établi que le petit déjeuner est inclus dans les montants prévus par le code de l'APL. Alors, on avait une deuxième question. Quel est le nombre maximum d'échantillons par année par médecin? Est-ce qu'il y a une limite dans le temps? Non, alors, en tout cas, selon la loi, ce n'est pas précisé. Et c'est pour ça que c'est limité, limité à la finalité qui est de permettre aux médecins de se familiariser avec l'utilisation du médicament. Moi, j'avais été confrontée à cette question dans un cas concret où une entreprise souhaitait mettre à la disposition d'un patient, donc dans l'objectif de soigner ce patient, des échantillons, puisque le médicament était autorisé, ça c'était pas la question, mais il était en cours d'approbation de son prix. Et donc la question, on s'était posé la question de savoir si on pouvait mettre ce médicament à disposition du patient sur la base de la réglementation sur les échantillons. Et donc, voilà, la loi ne prévoit rien, mais il faut savoir que c'est limité. Donc, moi, j'ai donc attiré l'attention de l'entreprise sur cette question. Si jamais le patient a un besoin régulier de ce médicament, c'est évidemment, je pense, trop dangereux de se passer, de se baser sur cette réglementation, d'autant que ça soulève des problèmes en termes de risque sur l'approvisionnement, puisqu'il n'y a aucune garantie sur un médicament qui n'est pas encore commercialisé en tant que tel. Donc voilà, il n'y a pas de niveau de limite qui est prévu, il n'y a pas de chiffres, et je sais que c'est assez frustrant parce qu'on me demande très souvent des chiffres, il n'y en a pas, mais c'est aussi, et ça je le relève souvent, c'est une des forces et une des faiblesses de notre législation ici à Luxembourg, c'est qu'elle se limite à l'essentiel, elle se limite à reprendre les dispositions des directives, bien souvent, en restant finalement le plus proche des termes de la directive, pour permettre une adaptation et une certaine flexibilité derrière dans sa mise en œuvre. Donc, c'est une appréciation au cas par cas des autorités chargées du contrôle de la publicité en la matière. Et donc, c'est pourquoi moi, je recommande toujours de prendre contact avec la DPM à cet égard pour essayer de cadrer les objectifs. Oui, tu l'as dit en introduction, c'est vrai qu'ils sont excessivement réactifs, disponibles et avec un pragmatisme et un bon sens qu'on vous recommande de les contacter dès que vous avez des questions qui échappent un petit peu à une réglementation ou une interprétation d'une réglementation auquel un avocat pourrait vous aider. Autre question, Camille. Lorsqu'on sponsorise un médecin à un congrès, il peut aussi demander de ne pas être rapporté nominativement sur le site de la transparence. Est-ce que tu peux confirmer? Et oui, c'est exactement la difficulté que j'ai évoquée à la fin de mon exposé. C'est qu'effectivement, le nom d'un médecin, c'est une donnée personnelle et il peut tout à fait, il a le droit, en tout cas avec les dispositions en matière de protection des données personnelles, de s'y opposer. Tant qu'aucune obligation légale qui poursuit un objectif supérieur, en tout cas, et je pense qu'ici il y a un objectif impérieux, en tout cas d'utilité publique, un objectif légitime. Mais bon, aujourd'hui, il n'est pas consacré par une loi, donc le médecin, je dirais, aurait le droit de s'y opposer. Donc ça, c'est vraiment un obstacle important à l'application des règles en la matière. Merci. Autre question, vous avez mentionné à un certain moment qu'un pharmacien peut être rémunéré pour sa participation à un événement scientifique. Le slide 55, pour être précis. Pouvez-vous confirmer ceci, s'il vous plaît? Cela me semble bizarre. Alors, la loi ne prévoit pas justement la participation d'un pharmacien à un événement scientifique. Donc, je ne pense pas l'avoir dit. Je vais peut-être rechercher le slide 55
Ça serait un peu compliqué. Alors, je ne pense pas l'avoir dit, puisqu'effectivement, c'est une disposition qui n'est pas prévue par la loi expressément. La loi autorise l'hospitalité sous certaines conditions, mais ne prévoit pas la rémunération. Donc, moi, je serais tentée de dire qu'il y a alors, un vide juridique. Je sais que c'est assez frustrant d'entendre cette réponse de la part d'un avocat, mais effectivement, ce n'est pas réglementé. Je sais que dans la loi belge, c'est assez clairement réglementé. Donc, la loi belge est vraiment beaucoup plus agréable, en tout cas pour un praticien et pour l'entreprise, je pense, à cet égard, en termes de lisibilité et de sécurité juridique. Je pense que ce n'est pas prévu par la loi. Donc, si ce n'est pas expressément autorisé, effectivement, je pense que c'est en tout cas à aborder avec la plus grande prudence. Alors, j'ai repris le slide 55 dont il est fait mention, et c'est le code de déontologie professionnelle des pharmaciens qui prévoit ça. Oui, effectivement, effectivement. Le code de déontologie des pharmaciens, effectivement. Le code de déontologie des pharmaciens le prévoit. Voilà, donc en premier lieu, il y a lieu de se référer à la loi, et là, il y a effectivement un conflit possible entre les dispositions légales et déontologiques. Et donc là, à mon avis, dans ce genre de contexte, s'adresser à un avocat pour avoir une première analyse juridique, et dans un deuxième temps, essayer de sécuriser la relation sur base d'un avis sollicité à la DPM. Parfait. Encore une autre question. Le responsable de l'entreprise pour la promotion doit-elle être notifié à l'agence? Alors, en principe, non. La loi n'impose pas de notification expresse du nom du responsable à cet égard. Donc, non. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à les partager dans le chat ou à lever votre main. Je vais reprendre les participants. Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main levée. Alors, vous avez les coordonnées de Maître Settel. Je pense que vous connaissez tous mes coordonnées aussi. Vous pouvez adresser vos coordonnées soit à Maître Camille Settel, que je remercie vivement et que j'ai oublié de présenter au départ, mais vous savez que Maître Settel est avocate au barreau de Luxembourg avec une attention toute particulière sur l'IP et le droit des médicaments. Elle est aussi l'auteur d'un bouquin sur les droits des médicaments au Luxembourg, paru en février 2021 aux éditions Larcier. Donc, aussi, ouvrage que je vous recommande sur votre table de chevet. Voilà, on vous retrouve dans quelques semaines, le 14 décembre, pour une revue de toute l'actualité légale au Luxembourg sur cette année 2021. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous retrouvera avec grand plaisir. Si vous avez des questions spécifiques, envoyez-les le plus tôt possible. Nous ne manquerons pas de les adresser. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de lunch, et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Merci Camille, merci à vous tous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.